les électeurs se déplacent en masse, ils se sont bien emparés du vote par anticipation. Donc ça, c'est quand même signe que la campagne passionne, s'il en fallait tant. Mais c'est vrai que tous les électeurs ne se valent pas dans cette campagne et votre sujet le montrait très bien. Hein. Le chiffre magique, c'est 270 votes de grands électeurs. Et en fait, il y a 7 États qui sont les États clés et dont on scrute particulièrement la participation. Elle est élevée dans ces 7 États clés. Il y a 2 États qui ressortent. Alors, je ne sais pas si vous l'avez perçu, mais il y a 2 solutions en fait pour que l'un des 2 l'emporte. C'est soit emporter la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin, avec donc cette Pennsylvanie qui est au centre vraiment des débats. Et puis, deuxième solution, à ce moment-là, ce serait la Géorgie, la Caroline du Nord, et puis éventuellement, j'en oublie un, j'en oublie un. L'Arizona ? L'Arizona, merci. Et donc, ces 3 solutions-là avec la Géorgie au centre. Donc, en fait, tous les électeurs ne se valent pas. Ceux de Pennsylvanie et ceux de Géorgie sont particulièrement courtisés. La Pennsylvanie, parce que c'était un État très disputé. La dernière fois, il y a 19 grands électeurs. Et donc, c'est possible pour les 2 candidats de l'emporter, même si les derniers sondages pourraient être bons pour Kamala Harris. Et puis, la Géorgie, elle est au centre, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire qui a quand même concerné Donald Trump lors des dernières élections qu'il concernait. Il avait appelé le secrétaire d'État républicain de Géorgie pour lui dire: il me faut des voix en plus là, il m'en faut plusieurs dizaines de milliers, donc il faut que tu me les trouves. Le secrétaire d'État avait refusé, c'est l'objet d'une affaire judiciaire. Donc la Géorgie aussi est particulièrement scrutée avec des risques de violence dans les 2 États malheureusement. Mathilde Philippe-Gay, demain les Américains renouvellent aussi une partie de leur congrès, il y a aussi des élections locales et parfois des référendums, mais la présidentielle, vous l'avez dit, reste centrale. Voyons les mécanismes de ce scrutin indirect et on revient vers vous. Aux États-Unis, l'élection présidentielle est un duel en 51 manches. 51 pour les 50 États, plus la capitale fédérale, Washington. Dans chaque État, les Américains n'élisent pas directement Donald Trump ou Kamala Harris, mais des grands électeurs représentant leurs 2 partis. Ce sont eux qui désignent ensuite officiellement le nouveau président. Lorsqu'un parti arrive en tête dans un État, même de justesse, il remporte l'ensemble de ses grands électeurs, comme s'il inscrivait des points. 538 grands électeurs au total, le premier candidat à 270 a gagné. Selon leur population, les États n'ont pas le même poids dans le scrutin. 54 grands électeurs en Californie, 3 dans le Delaware par exemple. Avec ce système, il arrive que le vainqueur ait obtenu moins de voix sur l'ensemble du pays. Comme en 2016, quand Donald Trump avait battu Hillary Clinton, seul compte le nombre de grands électeurs. De nombreux États votent presque toujours pour le même parti. Le Texas est républicain depuis 1980. Ce sont donc les quelques États où le résultat est incertain qui font basculer l'élection. Géorgie, Wisconsin, 2 des fameux swing states, le cœur du suspense. Voilà, le premier arrivé à 270 gagne, c'est le chiffre magique. Ça veut dire aussi qu'on peut être élu sans avoir la majorité des voix, sans le vote populaire. Ça a été le cas avec George W. Bush et Donald Trump. Est-ce que cette anomalie est questionnée, voire contestée par les constitutionnalistes aux États-Unis ? Alors, elle l'était peu jusqu'à présent, mais c'est vrai que Donald Trump a quand même réussi à instaurer cette espèce de suspicion sur le système électoral américain, en particulier donc sur les grands électeurs, avec des demandes de plus en plus fréquentes de réviser le système. Il y avait eu une contestation au XVIIIe siècle, au tout début, sur ce système des grands électeurs, alors qui était destiné à mieux prendre en compte les votes des électeurs. C'était les pères fondateurs américains qui avaient décidé ça. Mais ensuite, il y avait un certain consensus là-dessus. Mais c'est vrai que Donald Trump a réussi à instaurer le doute, alors non seulement sur le système des grands électeurs, mais aussi sur tout le système électoral qui finalement, si on regarde, moi je m'exprime en tant que juriste, je regarde toutes les affaires judiciaires concernant le droit électoral et je peux vous dire qu'à chaque fois, finalement, il y a très peu d'irrégularités aux États-Unis. Alors ça met du temps, le système fait qu'on met beaucoup de temps à avoir le résultat et à savoir que finalement tout était fait selon les règles, mais c'est quand même très rare qu'il y ait des irrégularités. Donc c'est quand même un peu injuste, si vous voulez, ce procès fait au système américain. Oui. Il est parfois obscur, c'est très long d'avoir les résultats, mais tout de même, le résultat final, alors si on enlève cette histoire d'écart de vote, alors là qui est très profondément contestable, pour le reste, c'est quand même un système qui n'est pas, comme le dirait Donald Trump, corrompu, avec des bourrages d'urnes, etc. Ça, c'est faux. À cause de ces affaires judiciaires, Donald Trump est celui qui a le plus à perdre en cas de défaite. Qu'est-ce qu'il risque ?
Il risque la prison. Vous savez qu'il a 5 affaires qui le concernent, dont 3 qui potentiellement difficiles pour lui. La première, c'est celle qui a été remise. Alors, il est condamné. On sait qu'il est condamné à New York pour l'affaire de dissimulation de fonds de campagne, plus précisément parce qu'il a acheté le silence d'une personne, Stormy Daniels, sur ses vicissitudes passées, et donc avec ce qui pourrait être une dépense de campagne. Donc ça, il a été condamné pénalement, simplement la peine a été remise à après l'élection présidentielle. Donc on sait qu'il est condamné, il pourrait très bien pour cela faire de la prison. Donc ça, c'est le premier risque après l'élection si jamais il n'est pas président. Deuxième risque, la Géorgie, je vous en ai touché quelques mots tout à l'heure, il a essayé de corrompre le secrétaire d'État géorgien, et donc ça, c'est sûr que ça pourrait aussi entraîner une condamnation. Et la troisième, évidemment, c'est le 6 janvier 2021, lorsqu'il avait essayé d'appeler à l'insurrection. Ça aussi, c'est relativement grave. Alors, il a eu une décision favorable de la Cour suprême qui lui a conféré une immunité pour tout ce qu'il a fait en tant que président. Mais reste quand même tout ce qu'il a fait en tant qu'homme, et il risque la prison. Il le sait, il n'a rien à perdre. Et moi, mon dernier séjour aux États-Unis, j'ai été surprise de la peur des démocrates comme des républicains d'une guerre civile, alors peut-être que c'est exagéré, mais en tout cas de troubles avec des armes dans les jours qui suivent les élections, parce que vraiment, les Trumpistes n'ont rien à perdre.